Je fis tous les serments qu'on exigea de moi. J'étais très impressionnée et je pleurais. Quelques mois plus tard, maman se remaria avec Bréjac, mariage qui ne fut pas heureux et qui dura peu. Dans le courant de l'année suivante, ma pauvre mère mourait d'une pleurésie après m'avoir remis furtivement un bout de papier qui contenait toutes les indications sur le pays visité et sur ce que je devais faire à 20 ans. Presque aussitôt, mon grand-père d'Asteux mourut aussi. Je restai donc seule avec mon beau-père Bréjac, lequel se débarrassa de moi en m'envoyant aussitôt dans cette maison de Sainte-Marie. J'y arrivais bien triste, bien désemparée, mais soutenue par l'importance que me donnait à moi-même la garde d'un secret. C'était un dimanche. Je cherchais un endroit isolé et je vins ici, sur cette terrasse, pour exécuter un projet que ma cervelle d'enfant avait conçu. Je savais par cœur les indications laissées par ma mère. Dès lors, à quoi bon conserver un document que tout l'univers, me semblait-il, finirait par connaître si je le conservais? Je le brûlais dans ce vase. Raoul hocha la tête. Et vous avez oublié les indications? Oui. Au jour le jour, sans que je m'en aperçoive, parmi les affections que j'ai trouvées ici, dans le travail et dans les plaisirs, elles se sont effacées de ma mémoire. J'ai oublié le nom du pays, son emplacement, le chemin de fer qui y mène, les actes que je devais accomplir. Tout. Absolument tout. Tout. Sauf quelques paysages et quelques impressions qui avaient frappé plus vivement que les autres mes yeux et mes oreilles de petite fille. Des images que je n'ai jamais cessé de voir depuis, des bruits, des sons de cloches que j'entends encore comme si ces cloches ne s'arrêtaient pas de sonner. Et ce sont ces impressions, ces images que vos ennemis voudraient connaître, espérant avec votre récit parvenir à la vérité. Oui. Mais comment savaient-ils? Parce que ma mère avait commis l'imprudence de ne pas détruire certaines lettres où mon grand-père d'Asteux faisait allusion au secret qui m'était confié. Bréjac, qui recueillit ces lettres plus tard, ne m'en parla jamais durant mes 10 années de Sainte-Marie, 10 belles années qui seront les meilleures de ma vie. Mais le jour où je retournai à Paris, il y a 2 ans, il m'interrogeait. Je lui dis ce que je vous ai dit, comme j'en avais le droit, mais ne voulus révéler aucun des vagues souvenirs qui auraient pu le mettre sur la voie. Dès lors, ce furent une persécution constante, des reproches, des querelles, des fureurs terribles, jusqu'au moment où je résolus de m'enfuir. Seul? Elle rougit. Non, mais pas dans les conditions que vous pourriez croire. Guillaume Ancivel me faisait la cour avec beaucoup de discrétion, et comme quelqu'un qui veut se rendre utile et qui n'a aucun espoir d'en être récompensé. Il gagnait ainsi, sinon ma sympathie, du moins ma confiance, et j'eus le grand tort de lui raconter mes projets de fuite. Il vous approuva sans aucun doute. Il m'approuva de toutes ses forces, m'aida dans mes préparatifs, et vendit quelques bijoux et des titres que je tenais de ma mère. La veille de mon départ, et comme je ne savais où me réfugier, Guillaume me dit « J'arrive de Nice et je dois y retourner demain, voulez-vous que je vous y conduise? Vous ne trouverez pas de retraite plus tranquille à cette époque que sur la Riviera. » Quel motif aurais-je eu de refuser son offre? Je ne l'aimais certes pas, mais il paraissait sincère et très dévoué. J'acceptais. Quelle imprudence, fit Raoul. Oui, et d'autant plus qu'il n'y avait pas entre nous de relations amicales qui sont l'excuse d'une pareille conduite. Mais que voulez-vous? J'étais seule dans la vie, malheureuse et persécutée. Un appui s'offrait, pour quelques heures, me semblait-il. Nous partîmes. Une légère hésitation interrompit Aurélie. Puis, brusquant son récit, elle reprit. Le voyage fut terrible, pour les raisons que vous connaissez. Lorsque Guillaume me jeta dans la voiture qu'il avait dérobée au médecin, j'étais à bout de force. Il m'entraîna où il voulut, vers une autre gare, et de là, comme nous avions nos billets à Nice, où je retirais mes bagages, j'avais la fièvre, le délire. J'agissais sans avoir conscience de ce que je faisais. Il en profita le lendemain pour se faire accompagner par moi dans une propriété où il devait reprendre, en l'absence des habitants, certaines valeurs qu'on lui avait volées. J'y allais, comme j'aurais été n'importe où. Je ne pensais à rien, j'obéissais passivement. C'est dans cette vie-là que je fus attaqué et enlevé par Jodo. Et sauvé une seconde fois par mois, que vous récompensiez une seconde fois en fuyant aussitôt. Passons, Jodo lui aussi exigeait des révélations, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, je rentrai à l'hôtel où Guillaume me supplia de le suivre à Monte-Carlo. Mais à ce moment-là, vous étiez renseigné sur le personnage. Par quoi? On voit clair quand on regarde. Mais depuis 2 jours, je vivais dans une sorte de folie que l'agression de Jodo avait encore exaspérée. Je suivis donc Guillaume sans même lui demander le but de ce voyage. J'étais désemparée, honteuse de ma lâcheté et gênée par la présence de cet homme qui me devenait de plus en plus étranger. Quel rôle ai-je joué à Monte-Carlo? Ce n'est pas très net pour moi. Guillaume m'avait confié des lettres que je devais lui remettre dans le couloir de l'hôtel, pour qu'il les remît lui-même à un monsieur. Quelles lettres? Quel monsieur? Pourquoi Marescal était-il là? Comment m'avez-vous arraché à lui? Tout cela est bien obscur. Cependant, mon instinct s'était réveillé. Je sentais contre Guillaume une hostilité croissante, je le détestais.
et je suis partie de Monte-Carlo, résolue à rompre le pacte qui nous liait et à venir me cacher ici. Il me poursuivit jusqu'à Toulouse, et quand je lui annonçai au début de l'après-midi ma décision de le quitter, et qu'il fut convaincu que rien ne me ferait revenir, froidement, durement, avec une colère qui lui contractait le visage, il me répondit « Soit, séparons-nous. Au fond, cela m'est égal, mais j'y mets une condition. » « Une condition ? Oui. Un jour, j'ai entendu votre beau-père Bréjac parler d'un secret qui vous a été légué. Dites-moi ce secret et vous serez libre. » Alors je compris tout. Toutes ces protestations, son dévouement, autant de mensonges. Son seul but, c'était d'obtenir de moi un jour ou l'autre, soit en me gagnant par l'affection, soit en me menaçant, les confidences que j'avais refusées à mon beau-père et que Jodo avait essayé de m'arracher. Elle se tut. Raoul l'observa. Elle avait dit l'entière vérité, il en eut l'impression profonde. Gravement, il prononça « Voulez-vous connaître exactement le personnage ?» Elle secoua la tête. Est-ce bien nécessaire ? Cela vaut mieux. Écoutez-moi, à Nice, les titres qu'il cherchait dans la villa Faradoni ne lui appartenaient pas. Il était venu simplement pour les voler. À Monte-Carlo, il exigeait 100 000 francs contre la remise de lettres compromettantes, donc escroc et voleur. Peut-être pire. Voilà l'homme. Aurélie ne protesta point. Elle avait dû entrevoir la réalité, et l'énoncé brutal des faits ne pouvait plus la surprendre. Vous m'avez sauvé de lui, je vous remercie. Hélas, dit-il, vous auriez dû vous confier à moi, au lieu de me fuir. Que de temps perdu. Elle était sur le point de partir, mais elle répliqua « Pourquoi me confier à vous ? Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Marescal qui vous accuse ne sait même pas votre nom. Vous me sauvez de tous les dangers. Pour quelle raison ? Dans quel dessein ? » Il ricana. « Dans le dessein de vous arracher aussi votre secret. Est-ce cela que vous voulez dire ?»« Je ne veux rien dire. » murmura-t-elle avec accablement. « Je ne sais rien. Je ne comprends rien. Depuis 2 ou 3 semaines, je me heurte de tous côtés à des murailles d'ombre. Ne me demandez pas plus de confiance que je n'en puis donner. Je me défie de tout et de tous. » Il eut pitié d'elle et la laissa partir. En s'en allant, il avait trouvé une autre issue, une poterne située au-dessous de l'avant-dernière terrasse et qu'il avait réussi à ouvrir. Il pensait « Elle n'a pas soufflé mot de la nuit terrible. Or, Miss Bakefield est morte. 2 hommes ont été assassinés. Et je l'ai vue, elle, travestie, masquée. » Mais pour lui aussi, tout était mystérieux et inexplicable. Autour de lui, comme autour d'elle, s'élevaient ces mêmes murailles d'ombre, où filtrait à peine de place en place quelques pâles lumières. Pas un instant d'ailleurs, et il en était ainsi depuis le début de l'aventure, il ne songeait en face d'elle au serment de vengeance et de haine qu'il avait fait devant le cadavre de Miss Bakefield, ni à rien de ce qui pouvait enlaidir la gracieuse image de la demoiselle aux yeux verts. Durant 2 jours, il ne la revit pas. Puis, 3 jours de suite, elle vint, sans expliquer son retour, mais comme si elle eût cherché une protection dont elle ne pouvait pas se passer. Elle resta 10 minutes d'abord, puis 15, puis 30. Il parlait peu. Qu'elle le voulût ou non, l'œuvre de confiance se poursuivait en elle. Plus douce, moins lointaine, elle avançait jusqu'à la brèche et regardait l'eau frémissante de l'étang. À plusieurs reprises, il essaya de lui poser des questions. Elle se dérobait aussitôt, tremblante, épouvantée par tout ce qui pouvait être allusion aux heures affreuses de Beaucourt. Elle causait pourtant davantage, mais des choses de son passé lointain, de la vie qu'elle menait jadis à Sainte-Marie, et de la paix qu'elle retrouvait encore dans cette atmosphère affectueuse et sereine. Une fois, sa main étant posée à l'envers sur le socle du vase, il se pencha et, sans y toucher, en examina les lignes. C'est bien ce que j'ai deviné dès le premier jour. Une double destinée. L'une sombre et tragique, l'autre heureuse et toute simple. Elles se croisent, s'enchevêtrent, se confondent. Et il n'est pas possible encore de dire qui l'emportera. Quelle est la vraie, quelle est celle qui correspond à votre véritable nature? La destinée heureuse. Il y a en moi quelque chose qui remonte vite à la surface et qui me donne, comme ici, la gaieté et l'oubli quels que soient les périls. Il continua son examen. Méfiez-vous de l'eau, dit-il en riant. L'eau peut vous être funeste. Naufrage, inondation. Que de périls. Mais il s'éloigne. Oui, tout s'arrange dans votre vie. Déjà, la bonne fée l'emporte sur la mauvaise. Il mentait pour la tranquilliser, et avec le désir constant que sur sa jolie bouche, qu'il osait à peine regarder, se dessina parfois un sourire. Lui-même, du reste, il voulait oublier et se leurrer.
Il vécut ainsi 2 semaines d'une allégresse profonde qu'il s'efforçait de dissimuler. Il subissait le vertige de ces heures où l'amour vous jette dans l'ivresse et vous rend insensible à tout ce qui n'est pas la joie de contempler et d'entendre. Il refusait d'évoquer les images menaçantes de Marescal, de Guillaume ou de Jodo. Si aucun des 3 ennemis n'apparaissait, c'est qu'ils avaient perdu certainement les traces de leur victime. Pourquoi dès lors ne pas s'abandonner à la torpeur délicieuse qu'il éprouvait auprès de la jeune fille? Le réveil fut brutal. Un après-midi, penchés entre les feuillages qui dominaient le ravin, ils entrevoyaient au-dessous d'eux le miroir de l'étang, presque immobile au milieu, soulevé sur les bords par de petites vagues hâtives qui glissaient vers l'issue étroite où s'engouffrait le Gave, lorsqu'une voix lointaine cria dans le jardin. « Aurélie! Aurélie! Où est-elle, Aurélie? Mon Dieu, pourquoi m'appelle-t-on? Elle courut au sommet des terrasses et aperçut une des religieuses dans l'allée des Tilleuls. Me voilà! Qu'y a-t-il donc, ma sœur? Un télégramme, Aurélie. Un télégramme? Ne vous donnez pas la peine, ma sœur, je vous rejoins. Un instant plus tard, quand elle regagna la salle d'été, une dépêche à la main, elle était bouleversée. C'est mon beau-père. Jacques? Oui. Il vous rappelle? Il sera là d'un moment à l'autre. Pourquoi? Il m'emmène. Impossible. Tenez. Il lut 2 lignes, datées de Bordeaux. Arriverait 4 heures, repartiront aussitôt Bréjac. Raoul réfléchit et demanda. Vous lui aviez donc écrit que vous étiez ici? Non, mais il y venait jadis au moment des vacances. Et votre intention? Que puis-je faire? Refusez de le suivre. La supérieure ne consentirait pas à me garder. Alors, partez d'ici dès maintenant. Comment? Il montra le coin de la terrasse, la forêt. Elle protesta. Partir? M'évader de ce couvent comme une coupable? Non, ce serait trop de chagrin pour toutes ces pauvres femmes qui m'aiment comme une fille, comme la meilleure de leurs filles. Non, cela jamais. Elle était très lasse. Elle s'assit sur un banc de pierre à l'opposé du parapet. Raoul s'approcha d'elle et, gravement... Je ne vous dirai aucun des sentiments que j'ai pour vous et des raisons qui me font agir, mais tout de même, il faut que vous sentiez bien que je vous suis dévoué comme un homme est dévoué à une femme qui est tout pour lui. Et il faut que ce dévouement vous donne une confiance absolue en moi, et que vous soyez prête à m'obéir aveuglément. C'est la condition de votre salut, le comprenez-vous? Oui, dit-elle, entièrement dominée. Alors, voici mes instructions. Mes ordres. Oui, mes ordres. Accueillez votre beau-père sans révolte. Pas de querelle. Pas même de conversation. Pas un seul mot. C'est le meilleur moyen de ne pas commettre d'erreur. Suivez-le. Retournez à Paris. Le soir même de votre arrivée, sortez sous un prétexte quelconque. Une dame âgée aux cheveux blancs vous attendra en automobile, 20 pas plus loin que la porte. Je vous conduirai toutes 2 en province, dans un asile où nul ne vous retrouvera. Et je m'en irai aussitôt. Je vous le jure sur l'honneur, pour ne revenir auprès de vous que quand vous m'y autoriserez. Sommes-nous d'accord? Oui, fit-elle d'un signe de tête. En ce cas, à demain soir. Et souvenez-vous de mes paroles, quoi qu'il arrive, vous entendez, quoi qu'il arrive, rien ne prévaudra contre ma volonté de protection et contre la réussite de mon entreprise. Si tout semble se tourner contre vous, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez même pas. Dites-vous avec foi, avec acharnement, qu'au plus fort du danger, aucun danger ne vous menace. À la seconde même où ce sera nécessaire, je serai là. Je serai toujours là. Je vous salue, mademoiselle. Il s'inclina et baisa légèrement le ruban de sa pèlerine. Puis, écartant un panneau de vieux treillage, il sauta dans les fourrés et prit une sente à peine tracée qui conduisait à l'ancienne poterne. Aurélie n'avait pas bougé de la place qu'elle occupait sur le banc de pierre. Une demi-minute s'écoula. À ce moment, ayant perçu un froissement de feuilles du côté de la brèche, elle releva la tête. Les arbustes remuaient. Il y avait quelqu'un. Oui, à n'en pas douter, quelqu'un était caché là. Elle voulut appeler et crier au secours. Elle ne le put pas. Sa voix s'étranglait. Les feuilles se balançaient davantage. Qui allait apparaître? De toutes ses forces, elle souhaita que ce fût Guillaume ou Jodo. Elle les redoutait moins que Marescal, les 2 bandits. Une tête émergea. Marescal sortit de sa cachette. D'en bas, vers la droite, monta le bruit de la poterne massive que l'on refermait. Une des bouches de l'enfer.
Si la situation de la terrasse, tout en haut d'un grand jardin, dans une partie où personne ne se promenait et sous l'abri d'épaisses frondaisons, avait offert quelques semaines d'absolue sécurité à Aurélie et à Raoul, n'était-il pas à penser que Marescal allait trouver là les quelques minutes qui lui étaient nécessaires, et qu'Aurélie ne pouvait espérer aucune assistance? Fatalement, la scène se poursuivrait jusqu'au terme voulu par l'adversaire, et le dénouement serait conforme à sa volonté implacable. Il le sentait si bien qu'il ne se pressa pas. Il avança lentement et s'arrêta. La certitude de la victoire troublait l'harmonie de son visage régulier et déformait ses traits d'habitude immobile. Un rictus remontait le coin gauche de sa bouche, entraînant ainsi la moitié de sa barbe carrée. Les dents luisaient, les yeux étaient cruels et durs. Il ricana. « Eh bien, mademoiselle, je crois que les événements ne me sont pas trop défavorables. Pas moyen de m'échapper comme dans la gare de Beaucourt, pas moyen de me chasser comme à Paris. Hein? Il va falloir subir la loi du plus fort. » Le buste droit, les bras raidis, ses poings crispés sur le banc de pierre, Aurélie le contemplait avec une expression d'angoisse folle. Pas un gémissement. Elle attendait. « Comme c'est bon de vous voir ainsi, jolie demoiselle. Quand on aime de la façon un peu excessive dont je vous aime, ce n'est pas désagréable de trouver en face de soi de la peur et de la révolte. On est d'autant plus ardent à conquérir sa proie magnifique, ajouta-t-il tout bas. Car en vérité vous êtes rudement belle. » Apercevant le télégramme déplié, il se moqua. « C'est excellent Bréjac, n'est-ce pas, qui vous annonce son arrivée imminente et votre départ. Je sais. Depuis 15 jours, je le surveille, mon cher directeur, et je me tiens au courant de ses projets les plus secrets. J'ai des hommes dévoués près de lui. Et c'est ainsi que j'ai découvert votre retraite, et que j'ai pu le devancer de quelques heures, lui. Le temps d'explorer les lieux, la forêt, le vallon, de vous épier de loin, et de vous voir trotter en hâte vers cette terrasse, et j'ai pu grimper ici et surprendre une silhouette qui s'éloignait. Un amoureux, n'est-ce pas? Il fit quelques pas en avant. Elle eut un haut-le-corps et son buste toucha le treillage qui entourait le banc. Il s'irrita. « Hé, la belle, j'imagine qu'on ne reculait pas ainsi tout à l'heure, quand l'amoureux s'occupait à vous caresser. Hein? Quel est cet heureux personnage? Un fiancé? Un amant plutôt? Allons, je vois que j'arrive tout juste pour défendre mon bien et empêcher la candide pensionnaire de Sainte-Marie de faire des bêtises. Ah, si jamais j'aurais supposé cela. » Il contint sa colère et, penché sur elle... « Après tout, tant mieux. Les choses se trouvent simplifiées. La partie que je jouais était déjà admirable, puisque j'ai tous les atouts en main. Mais quel surcroît de chance! Aurélie n'est pas une vertu farouche. On peut voler et tuer tout en se dérobant devant le fossé. Et puis voilà qu'Aurélie est toute prête à sauter l'obstacle. Alors pourquoi pas en ma compagnie? Hein, Aurélie? Autant moi que cet autre. S'il a ses avantages et des raisons en ma faveur qui ne sont pas à dédaigner. Qu'en dites-vous, Aurélie? Elle se taisait obstinément. Le courroux de l'ennemi s'exaspérait de ce silence terrifié, et il reprit en scandant chaque parole. « Nous n'avons pas le loisir de marivauder, n'est-ce pas, Aurélie? Ni d'effleurer les sujets les uns après les autres. Il faut parler net sans avoir peur des mots. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc droit au but. Silence sur le passé, sur les humiliations que j'ai subies. Cela ne compte plus. Ce qui compte, c'est le présent. Un point, c'est tout. Or, le présent, c'est l'assassinat du rapide. C'est la fuite dans les bois. C'est la capture par les gendarmes. C'est 20 preuves dont chacune est mortelle pour vous. Et le présent, c'est aujourd'hui, où je vous tiens sous ma griffe, et où je n'ai qu'à vouloir pour vous empoigner, pour vous conduire jusqu'à votre beau-père, et pour lui crier en pleine face devant témoin. La femme qui a tué, celle qu'on recherche partout, la voici, et le mandat d'arrêt, je l'ai dans ma poche. Qu'on avertisse les gendarmes. » Il leva le bras, prêt, comme il disait, à empoigner la criminelle. Et, plus sourdement encore, la menace suspendue, il acheva. « Donc d'une part cela, c'est-à-dire la dénonciation publique, les assises et le châtiment redoutable. Et d'autre part ceci, qui est le second terme de ce que je vous donne à choisir. L'accord. L'accord immédiat, aux conditions que vous devinez. C'est plus qu'une promesse que j'exige. C'est un serment, faire genou. Le serment qu'une fois de retour à Paris, vous viendrez me voir, seul, chez moi. Et c'est plus encore, c'est tout de suite la preuve que l'accord est loyal. Signé par votre bouche sur la mienne. Et non pas un baiser de haine et de dégoût, mais un baiser volontaire, comme d'aussi belle et de plus difficile que vous m'en en donnez. Aurélie, un baiser d'amoureux. « Mais répondons, sacrebleu !» s'écria-t-il dans une explosion de rage. « Réponds-moi que tu acceptes. J'en ai assez de tes airs de damné. Réponds bien, je t'empoigne, et tu seras baisé quand même, et quand même la prison !» Cette fois, la main s'abattit sur l'épaule avec une violence irrésistible, tandis que l'autre main, saisissant Aurélie à la gorge, lui fixa la tête contre le treillage, et que les lèvres descendirent. Mais le geste ne fut pas achevé. Marescal sentit que la jeune fille s'affaissait sur elle-même. Elle s'évanouit.
L'incident troubla profondément Marescal. Il était venu sans plan précis, en tout cas sans autre plan que celui de parler, et en 1 heure avant l'arrivée de Bréjac d'obtenir des promesses solennelles et la reconnaissance de son pouvoir. Or, voilà que le hasard lui offrait une victime inerte et impuissante. Il demeura quelques secondes courbé sur elle, la regardant de ses yeux avides, et regardant autour de lui cette salle de feuillage close et discrète. Nul témoin, aucune intervention possible. Mais une autre pensée le conduisit jusqu'au parapet, et par la brèche pratiquée au milieu des arbustes, il contempla le vallon désert, la forêt aux arbres noirs, toute ténébreuse et mystérieuse, où il avait remarqué en passant l'orifice des grottes. Aurélie jetée là, emprisonnée et maintenue sous la menace épouvantable des gendarmes. Aurélie captive, 2 jours, 3 jours, 8 jours s'il le fallait. N'était-ce pas le dénouement inespéré, triomphal, le commencement et la fin de l'aventure? Il donna un léger coup de sifflet. En face de lui, sur l'autre rive de l'étang, 2 bras s'agitèrent au-dessus de 2 buissons situés à la lisière de la forêt. Signaux convenus. 2 hommes étaient là, postés par lui pour servir à ses machinations. De ce côté de l'étang, la barque se balançait. Marescal n'hésita plus. Il savait que l'occasion est fugitive et que s'il ne la saisit pas au passage, elle se dissipe comme une ombre. Il traversa de nouveau la terrasse et constata que la jeune fille semblait prête à s'éveiller. Agissons, sinon... Il lui jeta sur la tête un foulard dont 2 des extrémités furent nouées sur la bouche et à la manière d'un bâillon. Puis il la prit dans ses bras et l'emporta. Elle était mince et ne pesait guère, lui était solide. Le fardeau lui parut léger. Néanmoins, quand il parvint à la brèche et qu'il observa la pente presque verticale du ravin creusé par les orages au milieu du soubassement, il réfléchit et jugea nécessaire de prendre des précautions. Il déposa donc Aurélie au bord de la brèche. Attendait-elle la faute commise? Fût-ce de sa part une inspiration subite? En tout cas, l'imprudence de Marescal fut aussitôt punie. D'un mouvement imprévu, avec une rapidité et une décision qui le déconcertèrent, elle arracha le foulard et, sans souci de ce qui pouvait advenir, se laissa glisser de haut en bas, comme une pierre détachée qui roule dans un éboulement de cailloux et de sable d'où monte un nuage de poussière. Remis de sa surprise, il s'élança au risque de tomber et l'aperçut qui courait à l'aventure en zigzag de la falaise à la berge comme une bête traquée qui ne sait pas où s'enfuir. « Tu es perdu, ma pauvre petite. » proféra-t-il. « Rien à faire qu'à plier les genoux. » Il la rejoignait déjà et Aurélie vacillait de peur et trébuchait quand il eut l'impression que quelque chose tombait du haut de la terrasse et s'abattait près de lui, ainsi que l'eût fait une branche d'arbre cassée. Il se tourna, vit un homme dont le bas du visage était masqué d'un mouchoir et qui devait être celui qu'il appelait l'amoureux d'Aurélie. Eut le temps de saisir son revolver, mais n'eut pas le temps de s'en servir. Un coup de pied de l'agresseur, lancé en pleine poitrine, ainsi qu'un coup de savate vigoureusement appliqué, le précipita jusqu'à mi-jambe dans un amalgame de vases liquides que formait l'étang à cette place. Furieux, pataugeant, il braqua son revolver sur cet adversaire, au moment où celui-ci, 25 pas plus loin, étendait la jeune fille dans la barque. « Halte ou je tire !» cria-t-il. Raoul ne répondit pas. Il dressa et appuya sur un banc comme un bouclier qui les protégeait, Aurélie et lui, une planche à moitié pourrie. Puis il poussa au large la barque qui se mit à danser sur les vagues. Marescal tira. Il tira 5 fois. Il tira désespérément et rageusement. Mais aucune des 5 balles, mouillées sans doute, ne consentit à partir. Alors il siffla comme auparavant, mais d'une manière plus stridente. Là-bas, les 2 hommes surgirent de leur fourré comme des diables hors de leur boîte. Raoul se trouvait au milieu de l'étang, c'est-à-dire à 30 mètres peut-être de la rive opposée. « Ne tirez pas !» hurla Marescal. À quoi bon, en effet? Le fugitif ne pouvait avoir d'autre but, pour ne pas être entraîné par le courant vers le gouffre où disparaissait le gave, que de filer en ligne droite et d'accoster précisément à l'endroit où l'attendaient les 2 acolytes, revolver au poing. Il dut même s'en rendre compte, le fugitif, car subitement il fit volte-face et revint vers la rive où il n'aurait à combattre qu'un adversaire seul et désarmé. « Tirez, tirez !» vociféra Marescal qui devina le manège. « Il faut tirer maintenant puisqu'il revient. Mais tirez donc, sacrebleu !» Un des hommes fit feu. Dans la barque, il y eut un cri. Raoul lâcha ses avirons et se renversa, tandis que la jeune fille se jetait sur lui avec des gestes de désespoir. Les avirons s'en allaient à volo, la barque demeura un instant immobile, indécise, puis elle vira un peu, la proue pointant vers le courant, recula, glissa en arrière, lentement d'abord, plus vite ensuite. « Crebleu de crebleu !» balbutia Marescal. « Ils sont fichus. » Mais que pouvait-il faire? Le dénouement ne laissait aucun doute.
la barque fut happée par 2 torrents de petites vagues hâtives qui se bousculaient de chaque côté de la nappe centrale. Une fois encore, tourna sur elle-même, brusquement pointa en avant, les 2 corps couchés au fond, et fila comme une flèche vers l'orifice béant où elle s'engloutit. Cela ne se passa pas certainement plus de 2 minutes après que les 2 fugitifs eussent quitté la rive. Marescal ne bougea point. Les pieds dans l'eau, la figure contractée d'horreur, il regardait l'emplacement maudit comme s'il eût contemplé une bouche de l'enfer. Son chapeau flottait sur l'étang, sa barbe et ses cheveux étaient en désordre. « Est-ce possible? Est-ce possible ?» bégayait-il. « Aurélie. Aurélie. » Un appel de ces hommes le réveilla de sa torpeur. Ils firent un grand détour pour le rejoindre et le trouvèrent en train de se sécher. Il leur dit « Est-ce vrai? Quoi? La barque, le gouffre !» Il ne savait plus. Dans les cauchemars, d'abominables visions passent ainsi, laissant l'impression de réalité affreuse. Tous 3, ils gagnèrent le dessus du trou que marquait une dalle et qu'entouraient des roseaux et des plantes accrochées aux pierres. L'eau arrivait en menue cascade où s'arrondissait çà et là le dos luisant de grosses roches. Ils se penchèrent, ils écoutèrent. Rien. Rien qu'un tumulte de flots pressés, rien qu'un souffle froid qui montait avec la poudre blanche de l'écume. « C'est l'enfer. » balbutia Marescal. « C'est une débouche de l'enfer. » Et il répétait « Elle est morte. Elle est noyée. Est-ce bête? Quelle mort effroyable. Si cet imbécile là l'avait laissée, j'aurais... » Ils s'en allèrent par le bois. Marescal cheminait comme s'il eût suivi un convoi. À diverses reprises, ses compagnons l'interrogèrent. C'étaient des individus peu recommandables qu'il avait racolés pour son expédition en dehors de son service et auxquels il n'avait donné que des renseignements sommaires. Il ne leur répondit pas. Il songeait à Aurélie, si gracieuse, si vivante, et qu'il aimait si passionnément. Des souvenirs le troublaient, compliqués de remords et de frayeur. En outre, il n'avait pas la conscience bien tranquille. L'enquête imminente pouvait l'atteindre, lui, et par suite lui attribuer une part dans le tragique accident. En ce cas, c'était l'effondrement, le scandale. Bréjac serait impitoyable et poursuivrait sa vengeance jusqu'au bout. Bientôt, il ne songea plus qu'à s'en aller et à quitter le pays le plus discrètement possible. Il fit peur à ses acolytes. Un danger commun les menaçait, disait-il, et leur sécurité exigeait qu'on se dispersât et que chacun veillât à son propre salut avant que l'alarme fût donnée et leur présence signalée. Il leur remit le double de la somme convenue, évita les maisons de Luz et prit la route de Pierrefitte-Nestalas avec l'espoir de trouver une voiture qui l'emmènerait en gare pour le train de 7 heures du soir. Ce n'est qu'à 3 kilomètres de Luz qu'il fut dépassé par une petite charrette à 2 roues couverte d'une bâche et que conduisait un paysan vêtu d'une ample limousine et coiffé d'un béret basque. Il monta d'autorité et d'un ton impérieux. 5 francs si l'on arrive au train. Le paysan ne parut pas s'émouvoir et ne cingla même point la chétive haridelle qui brinque-ballait entre des brancards trop larges. Le trajet fut long, on n'avançait pas. On eût dit, au contraire, que le paysan retenait sa bête. Marescal enrageait. Il avait perdu tout contrôle sur lui-même et se lamentait. « Nous n'arriverons pas. Quel carne que votre cheval. 10 francs pour vous, hein, ça colle ?» La contrée lui paraissait odieuse, peuplée de fantômes et sillonnée de policiers aux trousses du policier Marescal. L'idée de passer la nuit dans ces régions où gisait le cadavre de celle qu'il avait envoyée à la mort était au-dessus de ses forces. 20 francs. Et tout à coup, perdant la tête... 50 francs, voilà, 50 francs. Il n'y a plus que 2 kilomètres. 2 kilomètres en 7 minutes, sacré nom, c'est possible. Un oncle bleu, mettez là votre bic, 50 francs. Le paysan fut pris d'une crise d'énergie furieuse et se mit, comme s'il n'avait attendu que cette proposition magnifique, à frapper avec tant d'ardeur que la bique partit au galop. Et attention, vous n'allez pas nous jeter dans le fossé. Le paysan s'en moquait bien de cette perspective. 50 francs. Il tapait à tour de bras du bout d'un gourdin que terminait une masse de cuivre. La bête affolée redoublait de vitesse. La charrette sautait d'un bord à l'autre de la route. Marescal s'inquiétait de plus en plus. Mais c'est idiot, nous allons verser. Halte, sacrebleu, voyons, vous êtes toqués. Tenez, ça y est, nous y... Ça y était, en effet. Un coup de raide maladroit, un écart plus vif, et tout l'équipage piqua dans un fossé d'une façon si désastreuse que la charrette fut retournée par-dessus les 2 hommes à plat ventre et que la bique empêtrée dans les harnais, sabots en l'air, lançait des ruades sous le plancher du siège. Marescal se rendit compte tout de suite qu'il sortait indemne de l'aventure. Mais le paysan l'écrasait de tout son poids. Il voulut s'en débarrasser, il ne le put.
et il entendit une voix aimable qui susurrait à son oreille. « As-tu du feu, Rodolphe ?» Des pieds à la tête, Marescal sentit que son corps se glaçait. La mort doit donner cette impression atroce des membres déjà refroidis que rien ne sera plus jamais capable de ranimer. Il balbutia. « L'homme du rapide. » « L'homme du rapide, c'est ça même. » répéta la bouche qui lui chatouillait l'oreille. « L'homme de la terrasse. » Tout à fait juste. L'homme du rapide, l'homme de la terrasse, et aussi l'homme de Monte-Carlo, et l'homme du boulevard Haussmann, et l'assassin des 2 frères Loubeau, et le complice d'Aurélie, et le nautonnier de la barque, et le paysan de la charrette. Ah, mon vieux Marescal, ça t'en fait des guerriers à combattre, et tous de taille, j'ose le dire. La bique avait fini ses pétarades et s'était relevée. Petit à petit, Raoul ôtait sa limousine dont il réussit à envelopper le commissaire, immobilisant ainsi les bras et les jambes. Il repoussa la charrette, attira les sangles et les rênes du harnachement et ligota solidement Marescal qu'il remonta ensuite hors du fossé et jucha sur un haut talus parmi des pétaillis. 2 courroies restaient, à l'aide desquelles il fixa le buste et le cou au tronc d'un bouleau. « T'as pas de chance avec moi, mon vieux Rodolphe. Ça fait 2 fois que je t'entortille, tel un pharaon. Ah, que je n'oublie pas comme bâillon le foulard d'Aurélie. Ne pas crier et n'être pas vu. Telle est la règle du parfait captif. Mais tu peux regarder de tous tes yeux et de même écouter de toutes tes oreilles. Tiens, entends-tu le train qui siffle? Teuf, 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 il s'éloigne, et avec lui la douce Aurélie et son beau-père. Car il faut que je te rassure, elle est aussi vivante que toi et moi, Aurélie. Un peu lasse peut-être, après tant d'émotions, mais une bonne nuit et il n'y paraîtra plus. Raoul attacha la bique et rangea les débris du véhicule. Puis il revint s'asseoir près du commissaire. Drôle d'aventure que ce naufrage, n'est-ce pas? Mais aucun miracle, comme tu pourrais le croire, et aucun hasard non plus. Pour ta gouverne, tu sauras que je ne compte jamais ni sur un miracle, ni sur le hasard, mais uniquement sur moi. Donc, mais ça ne t'embête pas, mon petit discours? Tu n'aimes pas mieux dormir? Non? Alors je reprends. Donc je venais de quitter Aurélie sur la terrasse lorsque j'eus en route une inquiétude. Était-ce bien prudent de la laisser ainsi? Sait-on jamais si quelque malfaiteur ne rôde pas, si quelque bellâtre pommadé ne fouine pas aux environs? Ces intuitions-là, ça fait partie de mon système, et j'y obéis toujours. Donc je retourne. Et qu'est-ce que j'avise? Rodolphe, ravisseur infâme et déloyal policier, qui plonge dans le vallon à la suite de sa proie, sur quoi je tombe du ciel. Je t'offre un bain de pied à la vase, j'entraîne Aurélie, et vogue la galère. Les temps, la forêt, les grottes, c'était la liberté. Patatras, voilà que tu siffles, les 2 escogrifes se dressent à l'appel, que faire? Problème insoluble s'il en fut. Non, une idée géniale. Si je me faisais avaler par le gouffre? Justement, un Browning me crache sa mitraille, je lâche mes avirons, je fais le mort au fond du canot, j'explique la chose à Aurélie, et v'lan, nous piquons une tête dans la bouche d'égout. Raoul tapota la cuisse de Marescal. Non, je t'en prie, bon ami, ne t'émeus pas. Nous ne courions aucun risque. Tous les gens du pays savent qu'en empruntant ce tunnel taillé en plein terrain calcaire, on est déposé 200 mètres plus bas sur une petite plage de sable fin, d'où l'on remonte par quelques marches confortables. Le dimanche, des douzaines de gosses font ainsi de la nage entraînant leur esquif au retour. Pas une égratignure à craindre. Et de la sorte, nous avons pu assister de loin à ton effondrement et te voir partir la tête basse, alourdie de remords. Alors j'ai reconduit Aurélie dans le jardin du couvent. Son bon-père est venu la chercher en voiture pour prendre le train, tandis que moi, j'allais quérir ma valise, j'achetais l'équipage et les frusques à un paysan, et je m'éloignais, sans autre but que de couvrir la retraite d'Aurélie. Raoul appuya sa tête sur l'épaule de Marescal et ferma les yeux. Inutile de te dire que tout ça m'a quelque peu fatigué et qu'un petit somme me paraît de rigueur. Veille sur mes rêves, mon bon Rodolphe, et ne t'inquiète pas. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Chacun y occupe la place qu'il mérite, et les gourdes servent d'oreiller aux malins de mon espèce. Il s'endormit. Le soir venait, de l'ombre tombait autour d'eux. Parfois Raoul s'éveillait et prononçait quelques paroles sur les étoiles scintillantes ou sur la clarté bleue de la lune. Puis de nouveau c'était le sommeil. Vers minuit, il eut faim. Sa valise contenait des aliments, il en offrit à Marescal et lui ôta son bâillon. « Mange, mon cher ami, » dit-il en lui mettant du fromage dans la bouche. Mais Marescal entra aussitôt en fureur et recracha le fromage en baragouinant. « Imbécile crétin, c'est toi la gourde! Sais-tu ce que tu as fait ?» « Parbleu, j'ai sauvé Aurélie.
Son beau-père la ramène à Paris et moi je l'y rejoins. Son beau-père, son beau-père! s'écria Marescal. Tu ne sais donc pas? Quoi? Mais il l'aime, son beau-père! Raoul le saisit à la gorge, hors de lui. Imbécile, crétin, tu pouvais pas le dire au lieu d'écouter mes discours stupides. Il l'aime. Ah, le misérable, mais tout le monde l'aime donc, cette gosse-là. Tas de brutes. Vous ne vous êtes donc jamais regardé dans une glace? Toi, surtout avec ta binette à la pommade. Il se pencha et dit: Écoute-moi, Marescal. J'arracherai la petite à son beau-père, mais laisse-la tranquille. Ne t'occupe plus de nous. Pas possible. fit le commissaire sourdement. Pourquoi? Elle a tué. De sorte que ton plan... La livrer à la justice et j'y parviendrai, car je la hais. Il dit cela d'un ton de rancune farouche qui fit comprendre à Raoul que désormais la haine chez Marescal l'emporterait sur l'amour. Tant pis pour toi, Rodolphe, j'allais te proposer de l'avancement, quelque chose comme une place de préfet de police. Tu aimes mieux la bataille, à ton aise. Commence par une nuit à la Belle Étoile, rien de meilleur pour la santé. Quant à moi, je file à cheval jusqu'à Lourdes, sur la grande ligne, 20 kilomètres, 4 heures de petit trot pour ma cavale. Et ce soir, je suis à Paris, où je commence par mettre Aurélie en sûreté. Adieu, Rodolphe. Il assujettit comme il put sa valise, enfourcha sa cavale, et sans étrier, sans selle, sifflotant un air de chasse, il s'enfonça dans la nuit. Le soir, à Paris, une vieille dame qui l'appelait Victoire et qui avait été sa nourrice, attendait en automobile devant le petit hôtel particulier de la rue de Courcelles où demeurait Bréjac. Raoul était au volant. Aurélie ne vint pas. Dès l'aurore, il reprit sa faction. Dans la rue, il nota un chiffonnier qui s'en allait, après avoir picoré du bout de son crochet au creux des boîtes à ordures. Et tout de suite, avec le sens très spécial qui lui faisait reconnaître les individus à leur marche plus encore qu'à tout autre signe, il retrouva sous les haillons et sous la casquette sordide, et bien qu'il l'eût à peine vu dans le jardin Faradoni et sur la route de Nice, l'assassin Jodo. Bigre, se dit Raoul. À l'œuvre déjà, celui-là? Vers 8 heures, une femme de chambre sortit de l'hôtel et courut à la pharmacie voisine. Un billet de banque à la main, il l'aborda, et il sut qu'Aurélie, emmenée la veille par Bréjac, était couchée avec une forte fièvre et le délire. Vers midi, Marescal rôdait autour de la maison. Manœuvre et dispositif de bataille. Les événements apportaient à Marescal un concours inespéré. Aurélie retenue à la chambre, c'était l'échec du plan proposé par Raoul, l'impossibilité de fuir et l'attente effroyable de la dénonciation. Marescal prit d'ailleurs ses dispositions immédiates. La garde que l'on dut placer près d'Aurélie était une créature à lui, et qui, comme Raoul put s'en assurer, lui rendait compte quotidiennement de l'état de la malade. En cas d'amélioration subite, il eût agi. Oui, se dit Raoul. Mais s'il n'a pas agi, c'est qu'il a des motifs qui l'empêchent encore de dénoncer publiquement Aurélie et qu'il préfère attendre la fin de la maladie. Il se prépare. Préparons-nous aussi. Bien qu'opposé aux trop logiques hypothèses que les faits démentent toujours, Raoul avait tiré des circonstances quelques conclusions, pour ainsi dire involontaires. L'étrange réalité, à laquelle personne au monde n'avait songé un instant, et qui était si simple, il l'entrevoyait confusément, plutôt par la force des choses que par un effort d'esprit, et il comprenait que le moment était venu de s'y attaquer avec résolution. Dans une expédition, disait-il souvent, la grande difficulté, c'est le premier pas. Or, s'il apercevait clairement certains actes, les motifs de ces actes demeuraient obscurs. Les personnages du drame conservaient pour lui une apparence d'automate qui se démène dans la tempête et la tourmente. S'il voulait vaincre, il ne lui suffisait plus de défendre Aurélie au jour le jour, mais de fouiller le passé et de découvrir quelles raisons profondes avaient déterminé tous ces gens et influé sur eux au cours de la nuit tragique. Somme toute, se dit-il, en dehors de moi, il y a 4 acteurs de premier plan qui évoluent autour d'Aurélie, et qui, tous 4, la persécutent. Guillaume, Jodo, Marescal et Bréjac. Sur ces 4, il y en a qui vont vers elle par amour, d'autres pour lui arracher son secret. La combinaison de ces 2 éléments, amour et cupidité, détermine toute l'aventure. Or Guillaume est pour l'instant hors de cause. Bréjac et Jodo, ne m'inquiète pas. Tant qu'Aurélie sera malade. Reste Marescal. Voilà l'ennemi à surveiller. Il y avait, face à l'hôtel de Bréjac, un logement vacant. Raoul s'y installa. D'autre part, puisque Marescal employait la garde, il épia la femme de chambre et la soudoya. 3 fois, en l'absence de la garde, cette femme l'introduisit auprès d'Aurélie.
La jeune fille ne semblait pas le reconnaître. Elle était encore si affaiblie par la fièvre qu'elle ne pouvait dire que quelques mots sans suite et de nouveau fermait les yeux. Mais il ne doutait pas qu'elle l'entendît et qu'elle sût qu'il lui parlait ainsi de cette voix douce qui la détendait et l'apaisait comme une passe magnétique. « C'est moi, Aurélie, disait-il. Vous voyez que je suis fidèle à ma promesse et que vous pouvez avoir toute confiance. Je vous jure que vos ennemis ne sont pas capables de lutter contre moi et que je vous délivrerai. Comment en serait-il autrement? Je ne pense qu'à vous. Je reconstruis votre vie, et elle m'apparaît peu à peu telle qu'elle est, simple et honnête. Je sais que vous êtes innocente. Je l'ai toujours su, même quand je vous accusais. Les preuves les plus irréfutables me semblaient fausses. La demoiselle aux yeux verts ne pouvait être une criminelle. Il ne craignait pas d'aller plus loin dans ses aveux et de lui dire des mots plus tendres qu'elle était contrainte d'écouter et qu'il entremêlait avec des conseils. Vous êtes toute ma vie. Je n'ai jamais trouvé dans une femme plus de grâce et de charme. Aurélie, confiez-vous à moi. Je ne vous demande qu'une chose, vous entendez? La confiance. Si quelqu'un vous interroge, ne répondez pas. Si quelqu'un vous écrit, ne répondez pas. Si l'on veut vous faire partir d'ici, refusez. Ayez confiance, jusqu'à la dernière minute de l'heure la plus cruelle. Je suis là. Je serai toujours là. Parce que je ne vis que pour vous et par vous. La figure de la jeune fille prenait une expression de calme. Elle s'endormait, comme bercée par un rêve heureux. Alors il se glissait dans les pièces réservées à Bréjac et cherchait, vainement d'ailleurs, des papiers ou des indications qui pussent le guider. Il fit aussi dans l'appartement que Marescal occupait rue de Rivoli des visites domiciliaires extrêmement minutieuses. Enfin, il poursuivait une enquête serrée dans les bureaux du ministère de l'Intérieur où travaillaient les deux hommes. Leur rivalité, leur haine étaient connues de tous. Soutenus l'un et l'autre en haut lieu, ils étaient l'un et l'autre combattus soit au ministère, soit à la préfecture de police, par de puissants personnages qui bataillaient au-dessus de leur tête. Le service en souffrait. Les deux hommes s'accusaient ouvertement de faits graves. On parlait de mise à la retraite. Lequel serait sacrifié? Un jour, caché derrière une tenture, Raoul aperçut Bréjac au chevet d'Aurélie. C'était un bilieux de visage maigre et jaune, assez grand, qui ne manquait pas d'allure et qui, en tout cas, avait plus d'élégance et de distinction que le vulgaire Marescal. Se réveillant, elle le vit, qui était penché sur elle, et lui dit d'un ton dur: « Laissez-moi, laissez-moi !» Comme tu me détestes, et avec quelle joie tu me ferais du mal. Je ne ferai jamais de mal à celui que ma mère a épousé. Il la regardait avec une souffrance visible. Tu es bien belle, ma pauvre enfant. Mais hélas, pourquoi as-tu toujours repoussé mon affection? Oui, je sais, j'ai eu tort. Bien longtemps, je n'ai été attiré vers toi que par ce secret que tu me cachais sans raison. Mais si tu ne t'étais pas obstiné dans un silence absurde, je n'aurais pas songé à d'autres choses, qui sont un supplice pour moi, puisque jamais tu ne m'aimeras, puisqu'il n'est pas possible que tu m'aimes. La jeune fille ne voulait pas écouter et tournait la tête. Cependant, il dit encore: « Durant ton délire, tu as parlé souvent de révélations que tu voulais me faire. Était-ce à ce propos? Ou bien à propos de ta fuite insensée avec ce Guillaume? Où t'a-t-il conduite, misérable? Qu'êtes-vous devenu avant que tu aies été te réfugier dans ton couvent ?» Elle ne répondit pas, par épuisement peut-être, par mépris. Il se tut. Quand il fut parti, Raoul, en s'éloignant à son tour, vit qu'elle pleurait. En résumé, au bout de 2 semaines d'investigation, tout autre que Raoul se fut découragé. D'une façon générale, et en dehors de certaines tendances qu'il avait à les interpréter à sa manière, les grands problèmes demeuraient insolubles, ou du moins ne recevaient pas de solution apparente. « Mais je ne perds pas mon temps, se disait-il. Et c'est l'essentiel. Agir consiste très souvent à ne pas agir. L'atmosphère est moins épaisse. Ma vision des êtres et des événements se précise et se fortifie. Si le fait nouveau manque encore, je suis au cœur même de la place, à la veille d'un combat qui s'annonce violent. Alors que tous les ennemis mortels vont s'affronter, les nécessités du combat et le besoin de trouver des armes plus efficaces amèneront certainement le choc inattendu, d'où jailliront les étincelles. Il en jaillit une, plus tôt que Raoul ne pensait, et qui éclaira un côté des ténèbres où il ne croyait pas que puisse se produire quelque chose d'important.